Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entame donc le rendez-vous de ce mercredi avec Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour IG, on va survoler donc ces marchés mondiaux, histoire de prendre le pouls en ce début d'année. Quelles sont d'abord vos principales observations finalement en ouvrant 2025 ? Alors c'est un début d'année qui va être surtout très politique. C'est-à-dire, si on parle de la politique, et ça va être la politique américaine qui va très probablement guider une large partie de l'année, mais il y a quand même une probabilité que cette concentration d'événements politiques, à la fois des décisions prises par les autorités américaines, mais qui influencent du coup les relations politiques avec l'Europe et la Chine, soit surtout matérialisée au premier trimestre et second trimestre. Et probablement que sur la deuxième partie de l'année, on aura une actualité peut-être plus liée à la macro, à l'environnement mondial, qu'au sujet purement politique. Et donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de Trump, l'investiture de Trump et les premières décisions qui vont suivre, le sentiment, c'est que si volatilité doit y avoir sur les marchés, là aussi, elle sera plutôt concentrée sur le premier, voire deuxième trimestre, donc le premier semestre globalement, et que la deuxième partie de l'année sera la période où les choses vont se négocier, vont se lisser, avec ensuite 3 ans derrière qui seront beaucoup plus lisibles très probablement en termes d'événements politiques, et sachant qu'aussi il y a des actualités politiques en Europe, les élections en Allemagne, la question du budget en France qui n'est toujours pas réglée, donc on sent et puis en que plus des réactions, comme vous le dites, à la chose américaine, qui vont certainement se faire sentir aussi. Oui, parce que les décisions américaines vont aussi conditionner très probablement les réponses de la Chine. Par exemple, on voit que la Chine a déjà mis en place beaucoup de mesures de soutien à son économie depuis plusieurs mois, mais que très probablement, elle attend de savoir, entre guillemets, à quelle sauce ça sera mangé par les Américains pour ensuite ajuster le degré de soutien à son économie. Donc on voit que la politique va aussi conditionner l'amplitude des mesures de soutien de la Chine à son économie et donc les effets que cela aura aussi sur l'Europe en collatéral. Est-ce que ça veut dire, Alexandre, que finalement les priorités stratégiques des investisseurs doivent prendre en compte ce fait politique qui soit bien sûr américain, mais par ricochet aussi européen et peut-être asiatique? Oui, ils doivent le faire parce qu'on a vu par exemple sur le premier mandat de Donald Trump que ça avait eu une répercussion assez vive sur les marchés, pas de manière durable pendant 4 ans, mais sur des épisodes bien concrets. Regardez ce qui s'était passé fin 2018 par exemple, c'était le moment où Trump avait pour la première fois haussé vraiment le ton contre la Chine, menaçant de taxes, mesures de rétorsion ou autres, et on avait vu des conséquences sur les marchés américains. Ils avaient lâché, selon les indices, 15 à 20% en l'espace de quelques mois. Donc bien sûr que les décisions politiques commerciales, politiques internationales, ont des répercussions sur les marchés. Donc aujourd'hui, un investisseur qui ne suivrait pas, et on le voit même avec la France par exemple, là la question de la dissolution et du budget, on a vu que ça a pesé sur les actions, ça fait bouger tout le marché obligataire. Donc oui, la question politique est vraiment revenue en plein champ des investisseurs. Alors que, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. On nous avait promis des lendemains qui déchantent avec le Brexit, et puis finalement, ça a fait pchit. On nous avait promis des lendemains qui déchanteraient avec Trump, entre guillemets, et puis finalement, ça avait quasiment fait pchit. Et puis, c'était surtout les banques centrales qui avaient gardé un petit peu cette stature du commandeur des marchés, qui donnait un petit peu le ton, le là. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il faut se dire, alors qu'elles sont en plein mouvement, qu'elles ont perdu un peu de leur superbe? Alors, non pas qu'elles ne font plus le job, mais qu'elles influencent moins que le politique, ou est-ce qu'il faut continuer aussi à regarder en plus du politique les banques centrales? Je dirais plutôt ça, parce que prenons le cas américain par exemple, on va arriver dans une période où au moment où la Banque centrale américaine décide de faire une pause sur ses taux, c'est comme ça que le message a été compris par les investisseurs après la réunion de décembre, parce que l'inflation a moins fait de progrès ces derniers mois, parce que le marché de l'emploi est toujours très, très résilient, que l'économie américaine est toujours solide sur des rythmes de croissance de quasiment 3%, eh bien, ça va être un choc frontal entre Trump et Powell dans les premiers mois. Trump, on le sait très bien, veut des baisses de taux, il veut une économie qui tourne plein régime, et pour cela une politique qui soit plutôt accommodante, mais face à ça, la Fed a un mandat, tant que ce mandat n'est pas changé, tant que Powell est également président de la Fed, eh bien, le mandat c'est emploi et inflation, et de ce côté-là, eh bien, on va voir tout à fait de manière illustrée ce que vous disiez, c'est que c'est pas ou tout le politique ou les banques centrales, c'est que là on va voir vraiment le mélange entre la politique et les banques centrales, où justement elles sont censées être indépendantes, et on verra le degré d'indépendance qu'elles auront quand Donald Trump donnera ses premières consignes à la Fed. Donc je dirais que les deux auront autant d'importance. Et même côté européen, pour terminer, on voit par exemple que ce qui s'est passé côté États-Unis là, en cette fin d'année, il y a eu un redressement des taux américains très spectaculaire, de 70 points de base dans l'espace sur les taux longs, en
l'espace de quelques semaines. Et on a vu que sur l'Europe, alors même que la croissance est faible, que l'inflation est à peu près sous contrôle, eh bien on a un mouvement tout à fait similaire sur les obligations à 10 ans des principaux pays européens. Et du coup, c'est quoi le problème? C'est que ça vient casser une partie des effets souhaités par la Banque Centrale Européenne, par ces baisses de taux initiées au printemps dernier. Donc là aussi, on voit que les banques centrales vont avoir un rôle encore très important à jouer, côté Europe notamment, pour faire baisser un peu la température sur les obligations souveraines, parce qu'il ne faut pas que ça influence trop fortement, et c'est le risque, les coûts de crédit immobilier ou de crédit conso, alors que la croissance européenne est à la traîne et que ça va continuer probablement pendant quelques mois encore. Alors justement, appliquons un petit peu ces quelques remarques préliminaires, on va dire, aux secteurs, aux zones géographiques. Voilà. Aujourd'hui, si on regarde d'abord les zones géographiques, quelles sont celles qui, selon vous, offrent les opportunités d'investissement les plus intéressantes de ce début 2025 ? Alors, je dirais que si on regarde début 2025, mais peut-être plutôt l'ensemble de l'année, la deuxième partie, il me semble que l'Europe, par exemple, remplit ces cases-là. On vient d'en parler. La question des taux, par exemple. La Banque Centrale Européenne va encore baisser les taux à plusieurs reprises dans les mois qui arrivent. Donc ça, à un moment donné, ça va finir par soutenir l'économie, soutenir le secteur immobilier. Donc là, typiquement, un secteur qu'on peut travailler en bourse, les foncières cotées, par exemple, seront pleinement bénéficiaires de ces politiques toujours plus toujours de baisse de taux poursuivie de la part de la Banque Centrale Européenne. Et pour l'Europe plus globalement, c'est vrai qu'une fois que la tornade de Trump sera passée, mais dans le sens où il y aura tout un déluge d'annonces qui seront faites et prises dans les premières semaines du mandat, eh bien, chaque zone va pouvoir ensuite ajuster sa réponse. L'Europe, d'un point de vue commercial et monétaire, la Chine, d'un point de vue commercial et monétaire aussi. Et ça, ensuite, il me semble que la lisibilité des relations États-Unis-Chine, États-Unis-Europe, sur des marchés qui ont été sous-performants très largement, vous l'avez commenté ça aussi pendant des mois, à savoir une Europe qui a fait 20% de moins en termes de performance que les marchés américains. À un moment donné, vous avez des marchés européens qui sont plus très chers, qui offrent des rendements qui sont très intéressants sur plusieurs indices européens. Et certains indices comme le CAC 40 sont encore plus en retard que d'autres. Donc un euro qui est faible, avec des taux qui vont encore baisser, des marchés peu chers, si la Chine, et ce qui sera probablement le cas, soutient plus fortement son économie, que les baisses de taux de la BCE font effet, et puis que la situation politique se stabilise après les élections allemandes, et une fois que la France aura trouvé un peu de sérénité budgétaire ou autre, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'acheter des actions européennes qui ont des bons rendements comparés aux actions américaines. Tandis j'ai l'impression que ça fait 10 ans ou presque, quand chaque début d'année, on dit là, il y a presque tous les ingrédients qui sont présents pour que ce soit l'année de l'Europe, et puis finalement ça vient quasiment jamais. C'est assez rare. C'est vrai que si on regarde les 10 dernières années, sur 10 ans, on a eu 2 années de surperformance seulement de l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais si on fait sur la décennie précédente, c'est entre 2000 et 2010, on a eu facilement 4 ou 5 années, donc la moitié de la décennie, où l'Europe en revanche surperformait. Donc c'est pas impossible que cela se produise, parce que je pense que les problématiques d'inflation seront plus des problématiques américaines, et qu'à un moment donné l'Europe redeviendra une zone attractive. Je parle pour les investisseurs, même si la croissance n'est pas encore là immédiatement, on sait que les marchés ont toujours des fonctions d'anticipation assez fortes, et quand vous avez des secteurs qui ont été largement vendus, je parle sur le secteur immobilier par exemple, même le secteur automobile, prend un exemple très concret d'investissement, ça s'appelle le secteur auto en bourse, qui a beaucoup baissé. Si la Chine va un peu mieux dans les mois qui viennent, elle fait du soutien, ça veut dire qu'elle aura une capacité plus importante à absorber elle-même ses surcapacités, qu'elle sera moins dépendante de son moteur export dans l'immédiat, et ça fera du bien au secteur, tout ce qui est industrie européenne, auto européenne, l'acier aussi européen, et ça c'est des secteurs un peu contrariens, des approches un peu contrariennes qu'on peut avoir, mais sur des secteurs qui ont beaucoup baissé en bourse, et c'est justement là que les approches comme ça contrariennes sont intéressantes. Là vous avez effectivement quelques pistes de réflexion pour alimenter un petit peu le rêve action, parce que c'est vrai que depuis 18-24 mois, on est monophasé avec les 7 merveilleux américains. Rien en dehors de ça, il y en a 493 autres qui servent presque à rien. Et chez nous, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on peut justement espérer que il y ait eu un changement de la donne, ou avec Musk aux côtés de Trump, ce sera toujours la tech. Alors je suis moins sûr de ça, parce que la question de la tech, on l'a vu ces derniers mois, je pense que le marché a vraiment joué très en amont l'investiture de Donald Trump, le président Trump. On parlait du Trump Trade dès le mois de septembre, c'est-à-dire pendant déjà 2 mois et demi, presque 3 mois avant l'élection, le marché jouait déjà l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les prix des indices américains. Ça veut pas dire qu'ils vont tout reperdre du coup dans les mois qui suivent, mais ça veut dire, tout à l'heure on parlait de l'écart
de performance entre l'Europe et les États-Unis, ça peut vouloir dire que si les États-Unis, cette année, il faut une année peut-être flat ou avec moins de performance, que l'Europe, dans ce cas-là, si les États-Unis font par exemple 5%, peut-être que l'Europe peut faire 7 ou 8, par exemple. C'est ce genre de comparatif qu'on peut trouver. Et je prends le cas des émergents aussi. C'est vrai que quand on parle des émergents, on se dit, bon, c'est ça, c'est un peu un fourre-tout. Les émergents, c'est quoi? C'est principalement avant tout la Chine, même si elle est plus vraiment émergente, mais c'est quand même la Chine dans les indices, les benchmarks mondiaux, c'est la Chine. La Chine c'est un indice qui a été massacré depuis 2021, c'est ces valeurs-là. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, les effets du dollar fort, des taux américains forts, ça, on sait que c'est pas les bons ingrédients pour acheter les émergents, mais on a aussi l'impression que la force des taux aux États-Unis, la force du dollar, a été déjà bien intégrée, si vous voulez, que les questions de risque reflationniste Trump ou autres ont été bien intégrées. Donc, à un moment donné, tous ces marchés émergents, notamment la Chine, qui ont beaucoup baissé, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où ils choisiront la réponse adaptée aux mesures de Trump, que ce sera plus lisible, eh bien, il n'y a pas de raison de se priver d'acheter des actions chinoises. L'Inde, ça a aussi un petit peu corrigé depuis, donc ça peut redevenir un peu attractif. Et puis l'Amérique du Sud également. Ça s'était plutôt bien comporté ces dernières années en termes de performance. À force avec Trump, le Trump Trade, ça a un peu pesé sur ces valeurs-là. Mais une fois que les relations ont été établies en termes de droits de douane, en termes de relations politiques ou autres, à un moment donné, il n'y a plus raison. Mais je pense quand même que les investisseurs doivent s'attendre, je pense, à un premier semestre qui sera assez agité. Voilà, je ne pense pas qu'il faille attendre 1 an ou 2 ans pour voir les effets sur les marchés des politiques de Trump, parce que c'est son deuxième mandat, il n'a plus rien à perdre et il va aller franco changer de départ. Il ne peut pas y en avoir de troisième, là, pour le coup. Donc, bon, donc action, ou alors il y a d'autres actifs, par exemple les obligations dont on a longuement parlé ces derniers mois, ou alors des actifs refuges, il y a l'or par exemple, ou des cryptos. Comment est-ce qu'on regarde un peu le reste de ce qu'on peut placer? Alors, vous parlez des actions, justement, des actions américaines, les 7 magnifiques qui ont survolé la mêlée une nouvelle fois. Moi, je pense que cette année, effectivement, ce ne sera pas forcément l'année des 7 magnifiques, justement, parce que richement valorisés, parce qu'ils intègrent beaucoup de choses et parce que leurs anticipations de croissance des bénéfices seront aussi moins fortes que les derniers trimestres. Et face à ça, vous avez effectivement de l'obligataire américain. Alors, non pas qu'il faille tout mettre sur l'obligataire américain, mais quand vous avez des taux longs qui flirtent avec les 5%, donc ça veut dire pendant 10 ans, vous avez 5% qui tombent chaque année de manière garantie. C'est sûr, quand des marchés américains actions se paient 22 ou 23 fois les bénéfices, on rappelle ces références. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était au pic de la bulle post-Covid qui a éclaté ensuite. Et avant cela, il fallait remonter à la fin des années 90 pour trouver de telles valorisations qui sont les mêmes plus hauts lors de la bulle Internet. Mais ça nous ramène quand même à des épisodes historiques de cherté des marchés actions américains. Donc on se dit qu'à un moment donné, avec des taux à 5% en face et des actions américaines richement valorisées, qu'effectivement, la tentation, beaucoup de gérants en parlent déjà depuis des mois, mais encore plus ces derniers temps, avec des rendements à 5%, oui, avoir des obligations américaines longues, 5 ans, 20 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça fait sens totalement dans un portefeuille. Le risque qu'on peut avoir, vous citez des actifs, par contre crypto ou autre en face de ça, c'est que si les taux élevés sont partis pour rester quelques temps encore, parce que l'inflation est quand même assez sticky, pour reprendre les termes, assez collante, donc c'est pas généralement le meilleur environnement quand les banques centrales font le job finalement de ramener l'inflation vers l'objectif. Eh bien ça peut retenir un peu l'or, ça peut, les cryptos qui ont beaucoup grimpé sur le projet présidentiel, sur en amont et en aval, peut-être qu'on reverra un bitcoin à $80 000 ou $70 000 sans que ce soit la fin du monde. Je pense que ces classes d'actifs qui ont beaucoup progressé en amont de l'élection, la tech et les actions américaines globalement, les cryptos notamment, je pense qu'on est parti pour avoir 6 mois là, de début d'année où au contraire il y aura plutôt des prises de bénéfices. Vous nous donnez des chiffres, alors je vais vous titiller sur le chiffre parce que de toute façon c'est toujours le jeu aussi en début d'année de dire vous voyez quoi en fin d'année. Alors voilà, si on se dit je sais pas, le CAC, l'eurodoll, enfin voilà, quelques indicateurs qu'il faut avoir. Vous les imaginez où dans un an? Alors par exemple, le CAC 40, je pense qu'on peut l'imaginer dans la zone des 8000 points justement. Là, on est un petit peu en dessous dans cette zone, on a toujours du mal à revenir sur 8000, mais je pense qu'on aura, une bonne partie de l'année qui sera une année où le marché va continuer de consolider, c'est-à-dire le CAC va pas se cracher de 20 ou 30% non plus, mais va rester un peu dans la zone qu'on connaît finalement ces derniers mois, des zones 7000, 7005. Donc qu'on finisse l'année dans cette zone, voire un peu plus haut, ça me paraît la zone à cibler. Et pour l'Europe, c'est globalement ça. C'est une année peut-être qui sera un petit peu flat. D'abord un peu prise de gain encore sur des indices comme l'Allemagne, le DAX ou autre, et ensuite une fin d'année qui se redressera un petit peu. Pour les marchés américains, moi, cette année, je pense qu'on aura un trou d'air de l'ordre de 15%. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les niveaux techniques sur le S&P ou autre. Et par rapport au valo, par rapport à la question des taux, à l'impact des taux ou autre, je pense qu'on peut avoir sans aucun problème cette année ce qu'on appelle les drawdowns. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on finira l'année à moins 15, mais qu'on peut, dans l'année, par rapport au sommet récent qu'on a touché il y a quelques semaines, avoir des trous d'air comme ça qui vont de 15 à 20%. Puis on se récupère, puis à nouveau un trou d'air. Exactement ce que le marché avait fait entre 2014 et 2016. Une fois qu'il y avait eu ce gros rallye post-subprime, mais ensuite, pendant 2 ans, on n'avait trop rien fait. Et je trouve que les conditions actuelles politiques,
politique monétaire amènerait à une situation similaire. Une phase un peu latérale avec du 15% de variation. Et je pense vraiment que les actions chinoises, elles qui ont pris beaucoup d'avance dans la baisse depuis 3 ans maintenant, auront plutôt une capacité à se redresser d'ici la fin de l'année. Donc, on parle du Hang Seng, par exemple, sur cet indice-là, qui sont les valeurs chinoises cotées à Hong Kong, et c'est l'indice qui est facilement accessible pour les investisseurs particuliers. Je pense qu'on peut retrouver dans des zones à 25 000 points d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire actuellement 20 000, ça ferait des progressions de 20-25% d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir. Alexandre Baralez et IG qui nous accompagnaient en ce début d'année dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.